Salut tout le monde et bienvenue sur Le Sérigraphe, la chaîne où on prend la télé très au sérieux, mais pas trop au sérieux non plus. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui secoue pas mal les médias en ce moment, mais qui reste un peu flou pour beaucoup de monde, c'est la réforme de l'audiovisuel public portée par Rachida Dati. Alors oui, je sais, réforme, audiovisuel et Rachida Dati dans la même phrase, ça sonne comme un mauvais épisode de Baron Noir, mais promis, je vais tout vous expliquer. Concrètement, je vais vous dire ce que prévoit la réforme, pourquoi elle fait grincer des dents à pas mal de gens et ce qu'elle pourrait changer pour vos chaînes préférées, genre France 2, France Inter et même l'INA. Oui, les archives cheloues en noir et blanc avec des gens qui fument en plateau. Quand elle nous emmerde trop... Oh, ok. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ok. Finalement, il tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Au programme, enjeux, polémiques, bataille parlementaire et une question centrale. Est-ce qu'on modernise vraiment ou est-ce qu'on fait un gros coup de peinture sur un mur qui s'écroule ? Si vous aimez qu'on vous parle télé sans langue de bois, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et likez si vous êtes du genre à allumer Arte en plein après-midi juste pour voir ce qu'il s'y passe. Allez, c'est parti, on plonge dans la réforme qui pourrait bien tout changer dans le PAF. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détour par le casting. Parce que oui, notre héroïne du jour s'appelle Rachida Dati. Oui, la Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice sous Sarkozy, ancienne maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne eurodéputée, ancienne chroniqueuse occasionnelle chez Hanouna. Bref, une figure bien connue du paysage politique français qui a fait son grand retour sur le devant de la scène en janvier 2024 en devenant la ministre de la Culture dans le gouvernement Attal. Et autant vous dire qu'elle n'a pas traîné. À peine nommée, elle dégaine la réforme de l'audiovisuel public. Objectif affiché, rationaliser, moderniser et préparer le service public à affronter les mastodontes comme Netflix, YouTube ou même TikTok. Bon, dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Et surtout, tout le monde n'est pas d'accord avec sa vision des choses. Mais on va y revenir. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que Rachida Dati arrive avec une volonté claire de réforme, un franc-parler qu'on lui connaît bien et une méthode, disons, plutôt musclée. Bref, Dati, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Et son projet pour l'audiovisuel public, c'est pas une retouche, c'est carrément une opération à cœur ouvert. Bon, maintenant qu'on sait qui mène la réforme, parlons un peu de pourquoi elle veut réformer. Tout commence en 2022 quand le gouvernement d'alors décide de supprimer la redevance audiovisuelle. Tu sais, cette petite ligne de 138 € sur ta feuille d'impôt que personne n'aimait payer, mais qui servait quand même à financer France Télévisions, Radio France, l'INA, Arte, TV5, tout ça. Donc plus de redevance égale plus de financement direct. À la place, on a bricolé un système provisoire. Une fraction de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est allouée au service public. Sauf que ce système, il est temporaire et devait prendre fin en 2025, pas garanti, parce qu'à chaque budget, il faut renégocier, et surtout moins lisible pour l'indépendance des médias. Et donc évidemment, ça crée une ambiance pas hyper zen dans les couloirs de la maison de la radio. Ajoute à ça une concurrence toujours plus féroce avec les plateformes américaines, un besoin d'adaptation à la technologie et des injonctions à faire plus avec moins, et tu comprends pourquoi la réforme est sur toutes les lèvres depuis 2 ans. Bref, plus de redevances, un financement fragile, des moyens étirés dans tous les sens. Pour beaucoup, il faut revoir le modèle, le stabiliser, le rendre plus clair et plus durable. C'est dans ce contexte que débarque la grande réforme de Rachida Dati avec son projet de fusion de holding de France Média. Alors concrètement, c'est quoi cette réforme ? Qu'est-ce qu'elle veut changer, la mère Dati ? Spoiler, beaucoup de choses. Et ça commence par une création qu'on croirait tout droit sortie du MCU, France Média. L'idée, c'est de regrouper France Télévisions, Radio France, l'INA et à terme possiblement France Média Monde dans une même holding publique. Tout ce beau monde serait chapeauté par un PDG unique, désigné par décret, oui, qui aurait les rênes à partir du 1er janvier 2026. Oui, un seul boss pour piloter la télé, la radio et les archives. On dirait un mauvais épisode de je ne sais pas quelle série, mais le grand méchant est vite désigné.
Officiellement, le but, c'est de mutualiser les moyens, de gagner en efficacité, de créer des synergies entre les rédactions, les technologies et les plateformes. Et aussi de donner plus de poids aux services publics dans la bataille contre les géants du numérique. Parce que bon, quand t'es Radio France et que t'essaies de rivaliser avec Spotify, tu joues un peu sans crampon. Mais cette idée de holding unique, elle fait pas que des heureux. Déjà parce qu'elle centralise énormément de pouvoir entre les mains d'un seul PDG, ensuite parce que ça risque de standardiser les contenus, de briser l'indépendance des rédactions, voire de fragiliser certaines antennes régionales. Bref, sur le papier, ça a l'air de couler de source, regrouper les forces, éviter les doublons, aller plus vite. Mais dans la vraie vie, ça soulève pas mal de questions, et pas que chez les syndicats. Un pour tous, tous pour un ? Ou bien un pour tous et tous sous tension? Alors évidemment, Rachida Dati et le gouvernement n'ont pas vendu cette réforme comme un plan machiavélique pour contrôler la télé publique. Non, forcément. Sur le papier, l'intention est noble. Elle s'appuie sur 3 grandes promesses. Mutualiser les ressources, renforcer la compétitivité et améliorer la gouvernance. Traduction en français non technocratique ? Eh bien, c'est partager les moyens, arrêter de faire les mêmes choses chacun dans son coin et éviter que France Inter et France Télé achètent le même micro en double, en gros. Deuxième promesse, être plus fort face aux plateformes. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, quand France Télévisions sort un programme, c'est souvent très bien, mais c'est difficile de rivaliser avec la puissance de feu d'un Netflix, d'un YouTube, d'un Prime Video ou même d'un Twitch. Le service public produit du contenu de qualité, souvent innovant, mais avec moins de moyens, moins de visibilité et une organisation parfois un peu en silo. Donc l'idée, c'est de créer une structure unifiée, cohérente, capable de parler d'une seule voix. Un peu comme si France Télé plus Radio France plus l'INA devenait un seul grand joueur du game audiovisuel. Et enfin, le troisième axe, la gouvernance. Dati veut une structure plus lisible, plus pilotable, avec un PDG clair, un projet stratégique unique et moins de bureaucratie entre les entités. Donc voilà, sur le papier, ça sent la bonne gestion, la rationalité, l'adaptation au monde numérique, tout ça. Mais vous commencez à le sentir venir, entre les objectifs annoncés et les effets réels sur le terrain, il y a parfois un petit gouffre. Et justement, dans la suite, on va voir pourquoi cette réforme crispe autant et quelle résistance elle rencontre, au Parlement comme dans les médias eux-mêmes. Bon, vous allez voir, la suite, c'est un peu Game of Thrones, mais avec des micros et des commissions parlementaires. Parce qu'entre le moment où Rachida Dati a dit « je veux faire une réforme » et le moment où elle a vraiment pu la défendre à l'Assemblée nationale, disons qu'il s'est passé quelques petits rebondissements. Le texte a d'abord été annoncé pour le printemps 2025. Il devait passer dès avril, puis a été repoussé en mai, puis reporté en juin, un peu comme cette série que t'attends depuis 3 ans et dont la sortie est décalée tous les mois. Pourquoi tous ces retards ? Eh bien parce que le texte divise, même dans la majorité. Et les oppositions, à gauche comme à droite, avaient bien senti qu'il y avait là un bon levier de combat politique. Et comme Dati n'est pas du genre à y aller doucement, elle a foncé en mode bulldozer américain. Mais même avec des gros sabots, passer en force à l'Assemblée, c'est pas simple. Le gouvernement a donc pris son temps pour ajuster le texte, pour tenter de convaincre, pour réunir des soutiens. Mais malgré ça, le premier vrai examen du texte n'a eu lieu que le 30 juin 2025. Et comme on va le voir tout de suite, ça s'est pas bien passé. Et donc voilà, 30 juin 2025, première séance officielle à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme de l'audiovisuel public. Autant vous dire que dans l'hémicycle, l'ambiance était tendue comme un câble HDMI en 2008. Et là, bim, motion de rejet préalable. C'est une procédure parlementaire qui permet de refuser d'examiner un texte avant même qu'on commence à en discuter. C'est un peu comme dire « ton projet, il est tellement nul qu'on va même pas ouvrir le PDF ». La motion est portée par la gauche, mais elle reçoit le soutien inattendu du Rassemblement national. Résultat, 94 voix pour, 38 contre. Et hop, le texte est recalé. Retour à l'envoyeur. Alors, pourquoi ce front commun ? La gauche dénonce une réforme autoritaire, inquiétante pour l'indépendance des médias. Le RN, lui, parle de privatisation déguisée. Et même certains à droite se disent gênés par le manque de débat parlementaire réel. Bref, c'est un peu le seul moment où la gauche radicale et le Rassemblement national se sont trouvés d'accord sur quelque chose, et c'était pour mettre un taquet à Rachida Dati. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Dati, elle a pas dit « ok, j'abandonne ». Non, elle a dit
Ah ouais, vous voulez la jouer comme ça? Eh ben très bien, elle a sorti son plan B, direction le Sénat. Donc après le mur de l'Assemblée, Dati n'a pas perdu de temps. Elle a pris son projet sous le bras, elle est montée dans un TGV politique direction le Sénat. Et là, c'est un autre public, plus à droite, plus institutionnel et souvent un peu plus réceptif aux réformes de structure. Mais même au Sénat, le texte fait grincer des dents. Les débats sont longs, tendus, les amendements pleuvent. Du coup, pour éviter que ça traîne jusqu'en septembre, Rachida Dati sort une arme un peu spéciale du code parlementaire, l'article 44.3 de la Constitution. Et qu'est-ce que c'est le 44.3 ? Eh bien c'est ce qu'on appelle le vote bloqué. En gros, le gouvernement dit « Voilà la version du texte qu'on propose, on vote là-dessus, point barre. Pas d'amendement, pas de chipotage. » Le Sénat vote donc le texte en bloc, sans modification, le 11 juillet. Et malgré l'obstruction menée par la gauche qui dénonce un coup de force, la réforme est validée. Et là, dans les couloirs du palais du Luxembourg, on entend presque la musique de fin de boss. Dati a réussi à passer son texte contre vent, marée et motion de rejet. Mais attention, le match est loin d'être terminé. Le texte doit encore revenir à l'Assemblée à la rentrée et la contestation ne faiblit pas, surtout du côté des syndicats et des rédactions concernées. Bon, mettons-nous un instant dans la peau des partisans de la réforme. Parce que oui, il y a un vrai camp du pour. Et il est plutôt bien installé. Le gouvernement, une grosse partie de la majorité présidentielle, les centristes du Sénat comme Laurent Lafont et même certains à droite. Leur argument principal, c'est « il faut réformer maintenant ou on sera balayé par les plateformes demain ». Ils expliquent que l'audiovisuel public, dans sa forme actuelle, est trop morcelé, trop lent, pas assez armé pour affronter les mastodontes du numérique comme Netflix, YouTube, Spotify, Amazon et leurs milliards de budget. Spoiler, aucun de ces géants ne se pose la question de savoir si France 3 Occitanie peut mutualiser ses serveurs avec l'INA. Deuxième point, le financement. Depuis la suppression de la redevance en 2022, le service public est financé par une partie de la TVA. Mais ce système est précaire car il faut revoter chaque année. Dati propose un modèle plus stable avec une dotation budgétaire pérenne et potentiellement à terme un prélèvement automatique sur les recettes fiscales. Pour le camp gouvernemental, il faut donc mettre fin à la fragilité budgétaire et donner à l'audiovisuel public une vraie capacité d'investissement et de vision à long terme. En gros, moderniser ou mourir. Et si on veut une citation punchline, voilà ce que dit le cabinet de Rachida Dati. Oui, parce qu'ils ont des punchlines eux aussi. Cette réforme est nécessaire pour assurer l'avenir de l'audiovisuel public dans un monde numérique où la concurrence est féroce. Même François Bayrou, pourtant plutôt prudent ces derniers temps, soutient la démarche et a salué la volonté intacte de Dati pour aller au bout de la réforme malgré les blocages politiques. Bref, dans cette vision-là, la réforme est un mal nécessaire, un passage obligé pour éviter l'agonie lente d'un service public poussiéreux et inefficace, perdu face à des géants qui savent faire plus vite, plus fort et avec plus de moyens. Est-ce que c'est un diagnostic réaliste ou un peu exagéré? On vous laisse juger. Mais maintenant, place au camp du contre. Et là aussi, ça tape fort. Maintenant, le camp du non merci. Et là, on est sur un arc de coalition assez improbable. La gauche, les syndicats et le Rassemblement national. Oui, tout ce petit monde réuni contre la réforme Dati. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Pour les députés de gauche, cette réforme, c'est tout simplement un coup de force. Ils dénoncent une centralisation excessive autour d'un PDG tout-puissant, un risque accru de contrôle politique sur les contenus et un affaiblissement structurel de l'audiovisuel public. Pour eux, mettre toutes les entités sous une seule bannière, c'est ouvrir la porte à un service public plus docile, plus market-compatible, mais beaucoup moins libre. Et dans un contexte où la confiance envers les médias est déjà fragile, ils craignent un effet domino sur l'indépendance éditoriale. Du côté des syndicats, c'est pas mieux. Radio France, France Télévisions et l'INA, tout le monde a sonné l'alarme. Le 23 mai 2025, une grève massive a été organisée contre la réforme. 67% de grévistes rien que chez Radio France. Les syndicats parlent d'un projet extrêmement dangereux pour l'indépendance des rédactions, pour la pérennité des antennes régionales et même pour les emplois qui risquent de passer à la moulinette de la mutualisation. On sent une vraie peur de dilution des identités, de standardisation et de perte du lien avec le public, notamment en région et dans les formats les plus exigeants. Et même le Rassemblement national s'est opposé à la réforme, mais eux pour d'autres raisons. Ils parlent de privatisation déguisée, d'un service public coûteux et inefficace et remettent carrément en cause le principe de financement public de l'audiovisuel.
Le RN veut carrément supprimer toute forme de redevance ou de financement dédié et transférer l'émission au privé. Un service public ? Pourquoi faire quand on a CNews, hein ? Bref, même si ses opposants ne sont clairement pas d'accord sur tout, ils convergent tous sur un point. Cette réforme, elle va trop loin, trop vite et sans garantie suffisante sur l'indépendance et la diversité du service public. S'il y a bien un point qui cristallise toutes les inquiétudes, c'est celui-là, l'indépendance éditoriale. Parce que bon, mettre toute la télé, la radio et les archives sous la coupe d'un seul et unique PDG nommé par l'État, ça fait lever plus d'un sourcil, et pas que chez les journalistes. Pour beaucoup, ce super PDG risque d'avoir un pouvoir excessif, à la fois stratégique, éditorial et budgétaire. Et même si on nous jure que ce ne sera pas un directeur des contenus, on comprend bien que celui ou celle qui tient le budget tient souvent la ligne. Aujourd'hui, les rédactions de Radio France, de France Télévisions, de l'INA ont des modes de gouvernance séparés, une certaine autonomie et des cultures très différentes. Les journalistes craignent que tout ça soit nivelé au nom de la cohérence stratégique. Traduction, moins de voix singulières, plus de discours unifiés et potentiellement plus d'influence politique sur les contenus. D'ailleurs, c'est un argument qui revient beaucoup chez les syndicats, mais aussi chez les sociétés de journalistes et même des anciens dirigeants du service public. On ne défend pas juste nos sièges ou nos micros, on défend le droit du public à une information libre, plurielle, indépendante. Parce que si demain la ligne éditoriale devient trop lissée, ou si certains sujets sont moins couverts pour ne pas gêner, c'est plus seulement une question d'organisation interne, c'est une question démocratique. Bref, derrière la fusion et les beaux discours sur l'efficacité, c'est toute la philosophie du service public qui est en jeu. Est-ce qu'on veut un service public libre ou bien rangé ? L'autre gros point chaud, c'est évidemment l'argent. Parce que bon, on peut parler d'indépendance, de gouvernance, de synergie, mais à la fin, qui paye ? Comment ? Et pour combien de temps ? Petit rappel, en 2022, la redevance audiovisuelle a été supprimée. Elle rapportait environ 3,7 milliards d'euros par an et permettait un financement identifié et relativement indépendant du budget de l'État. À la place, le gouvernement a mis en place un financement transitoire via une part de la TVA, ce qu'on appelle la fraction de TVA affectée. Mais problème, ce financement est voté chaque année, il dépend des choix budgétaires du gouvernement et donc il n'est pas garanti dans le temps. C'est là que la réforme veut frapper fort, en proposant une dotation pérenne inscrite dans une loi de programmation pluriannuelle. En gros, on passerait d'un budget à la petite cuillère à un budget prévisible sur plusieurs années. Et dans cette logique, le PDG unique aurait la responsabilité de planifier les investissements, de répartir les moyens, de gérer les priorités entre télé, radio, archives, etc. Ça vend du rêve sur le papier, plus de visibilité, moins de dépendance politique directe et une stratégie de long terme, genre plan France Média 2025. Oui, mais le hic, c'est que cette dotation, elle reste issue du budget de l'État. Donc même si on nous promet qu'elle sera protégée, elle peut toujours être revue, coupée ou conditionnée à des objectifs de performance. Et puis surtout, qui décide des priorités ? Est-ce que l'audiovisuel public aura encore la liberté d'expérimenter, de produire des formats non rentables, de soutenir la création indépendante ? Ou est-ce qu'on glisse doucement vers une logique de rentabilité déguisée ? Bref, même avec un plan de financement plus lisible, le nerf de la guerre reste politique. Est-ce qu'on protège un service public au nom de l'intérêt général ou est-ce qu'on le transforme en machine bien huilée mais moins audacieuse ? Sur le papier, mutualiser les rédactions, la technique, la stratégie numérique, ça paraît super efficace. C'est comme quand t'as 3 colocataires qui se décident enfin à prendre un seul abonnement Netflix au lieu de 3, avec 3 mots de passe différents et 3 adresses mail cheloues, on optimise. Mais pour beaucoup, cette logique de synergie a un revers inquiétant, la perte de pluralisme. Jusqu'ici, Radio France, France Télévisions et l'INA avaient chacune leur gouvernance, leurs priorités éditoriales, leur sensibilité, avec une holding et un PDG unique. Même s'il y a des promesses de garantir l'indépendance, difficile de ne pas se demander si toutes les voix auront encore leur place. Et puis il y a la question de l'influence politique. Une direction unique, nommée en haut lieu, dans une structure centralisée, ça ressemble un peu à une pyramide, non ? Et qui est tout en haut de la pyramide ? Ben voilà. Certains y voient un risque très concret, un contrôle politique renforcé sur le service public. Alors que justement, l'intérêt du pluralisme, c'est de garantir des contre-pouvoirs, des angles variés, des débats d'idées, pas des copier-coller d'éléments de langage version radio, télé et web.
Bref, entre l'efficience attendue d'une gouvernance unifiée et la richesse démocratique d'une multiplicité de rédactions autonomes, le débat est encore loin d'être tranché. Et c'est sans doute l'un des points les plus sensibles de cette réforme. On pensait que la saga avait atteint son climax avec le vote bloqué au Sénat le 11 juillet. Mais non, l'épisode final est prévu pour la rentrée, à l'Assemblée nationale à partir du 22 septembre. Comme dans toute bonne série politique, il faut une dernière confrontation, un rebondissement, une tension dramatique entre majorité relative et opposition remontée à bloc. Concrètement, le texte doit désormais repasser devant les députés pour une deuxième lecture. Et vu la fracture déjà bien visible entre le gouvernement, les groupes de gauche, les syndicats et une partie de la droite, le débat risque d'être animé. L'enjeu pour l'exécutif, faire adopter définitivement la réforme sans recourir à un énième passage en force type 49.3, au risque de raviver la colère autour d'un projet déjà très contesté. L'enjeu pour les opposants, continuer de mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hémicycle en espérant faire dérailler la machine. Bref, suspense garanti jusqu'à l'automne et pour l'audiovisuel public, c'est encore loin d'être le clap de fin. Officiellement, si tout se passe comme prévu, la réforme doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Ce calendrier très serré laisse peu de temps aux acteurs de l'audiovisuel public pour se préparer à la transformation profonde de leur organisation. Mais attention, la route est encore semée d'embûches. D'abord, le texte doit encore franchir l'étape décisive du retour à l'Assemblée. Ensuite, même en cas d'adoption définitive, plusieurs voix s'élèvent déjà pour envisager des recours devant le Conseil constitutionnel, notamment sur les modalités du vote bloqué au Sénat ou sur le respect du pluralisme dans la gouvernance. Autrement dit, le feuilleton parlementaire n'est pas totalement terminé. Il entre même dans une nouvelle phase, plus technique, mais tout aussi stratégique. Derrière les débats publics, une autre bataille se joue dans les détails d'application, les décrets d'organisation et les rapports de forces internes à la future holding. Le 1er janvier 2026 sera peut-être la date officielle, mais en coulisses, les discussions continueront bien d'au-delà. La réforme de l'audiovisuel public, telle qu'adoptée au Sénat, soulève une interrogation majeure. S'agit-il d'une modernisation indispensable face au bouleversement numérique ou d'une concentration problématique du pouvoir et des moyens? D'un côté, le gouvernement défend un projet de son temps capable de renforcer l'impact de l'audiovisuel public dans un paysage concurrentiel ultra fragmenté en rationalisant son fonctionnement, en simplifiant sa gouvernance et en sécurisant son financement. De l'autre, ses opposants dénoncent un risque de perte d'indépendance éditoriale, une recentralisation des décisions, voire une logique insidieuse de privatisation rampante. Le débat ne porte donc pas uniquement sur des structures ou des finances, mais bien sur la place du service public dans notre démocratie. Au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Comment faire évoluer un bien commun sans le dénaturer ? Le chantier de la holding n'est pas seulement technique, il est symbolique. Et c'est pour ça qu'il divise autant. C'est le dilemme au cœur de cette réforme. Tout le monde s'accorde sur un point, le statu quo n'est plus tenable. Face à la montée des plateformes, à l'érosion de l'audience linéaire, au défi du financement et de la gouvernance éclatée, il fallait bouger. Mais le remède proposé soulève autant d'inquiétudes qu'il promet de solutions. En fusionnant les grandes entités de l'audiovisuel public sous une holding, en instaurant une présidence unique, en modifiant les canaux de financement, le projet bouscule des équilibres anciens, certains jugés obsolètes, d'autres considérés comme garants de la pluralité et de l'indépendance. La vraie tension est là. Comment changer sans trahir? Réformer sans concentrer? Moderniser sans uniformiser? Ce débat va au-delà des institutions concernées. Il interroge notre rapport à l'information, à la culture commune et au service public dans une démocratie. Ce sera l'un des grands enjeux de la rentrée parlementaire, mais aussi du débat public. Au-delà des lignes partisanes, cette réforme interroge des principes fondamentaux. Quel rôle doit jouer l'audiovisuel public dans une démocratie moderne? Quelle place pour une information indépendante, une culture accessible à tous, un regard critique sur la société, à l'heure où l'algorithme prend souvent le pas sur l'éditorial? La question de l'indépendance n'est pas un luxe, mais une nécessité. Comment garantir que les rédactions ne soient pas influencées par des logiques politiques ou budgétaires? Quel équilibre entre cohérence stratégique et diversité éditoriale? Enfin, quelle vision collective voulons-nous pour nos médias publics? Un outil d'influence ou un levier d'émancipation? Un relais gouvernemental ou un miroir de la société? Ce débat vous concerne autant que les parlementaires.
Voilà pour ce tour d'horizon de la réforme de l'audiovisuel public. J'espère que ce décryptage vous aura permis d'y voir un peu plus clair entre logique de modernisation, inquiétude sur l'indépendance et perspective pour le service public. Et maintenant, on veut vraiment connaître votre avis. Est-ce qu'on va vers plus d'efficacité ou vers un affaiblissement du pluralisme? Est-ce que vous faites confiance à cette nouvelle organisation pour préserver l'intérêt général? Dites-le en commentaire, débattez, échangez, toujours dans le respect évidemment. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, pour prolonger la discussion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau décryptage.